Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma FAQ. Donc je réponds enfin à vos questions, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais c'est d'une part parce que j'avais vraiment envie de prendre mon temps pour vous répondre le mieux possible, et aussi parce que j'ai plein de nouveaux projets, dont un qui me tient particulièrement à cœur. Je vais organiser un stage de surf et yoga. Il y a déjà l'événement sur ma page Facebook, allez y faire un petit tour. Je vais faire une vidéo aussi dessus et j'espère que vous serez nombreux à réagir. En attendant, je vais répondre à vos questions. Alors on va les classer par thème. Vu qu'il y a des questions sur le yoga, il y a des questions sur la naturopathie, d'autres sur la philosophie de la vie en général ou sur le rêve lucide, je vais les classer par thème. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de vous retrouver. Alors la première question, c'est la question de Caramiel qui me dit qu'elle est en surpoids et qu'elle se sent un petit peu bloquée dans la posture, et si aussi je peux faire une vidéo de yoga spécialement pour les gens en surpoids. Alors oui, bien sûr, c'est une excellente idée, je vais faire une vidéo spécialement pour les gens en surpoids. Alors le yoga, pour les gens en surpoids, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de poids sur les articulations, donc d'une manière générale, il faut faire très attention à nos articulations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont en surpoids, en général, ils ont plus de masse musculaire, ils sont en fait assez forts. Il y a de très grands yogis qui sont en surpoids et ça les empêche pas du tout de pratiquer. Donc, tu peux très bien développer une très belle pratique, une pratique qui va te faire du bien même si tu es en surpoids. Je veux rajouter aussi qu'il n'y a pas de posture particulière. Tu peux en fait faire toutes les postures, mais dès que tu sens trop de poids sur tes articulations, tu ne vas pas forcer, tu le fais vraiment avec respect de ton corps. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Julie Harry, qui s'est cassé le poignet et qui me demande s'il y a un flow spécial pour le poignet ou quelle posture elle pourrait faire. Alors évidemment, quand tu as le poignet cassé, tu peux pas mettre de poids dessus. Et en yoga, spécialement en vinyasa, on met beaucoup de poids sur les poignets. Alors les poignets à la base, c'est pas une articulation qui est faite pour avoir beaucoup de poids dessus, mais avec le temps, on augmente la densité osseuse, donc avec le temps, tu peux de plus en plus mettre du poids sur ton poignet. Alors pour toi qui, tout le long de ta convalescence, tu ne vas pas pouvoir mettre du poids sur ton poignet, tout simplement, tu fais les postures debout qui vont te permettre de travailler l'équilibre, de travailler le renforcement musculaire sans solliciter cette articulation. Par exemple, le guerrier 1, le guerrier 2, le guerrier 3, c'est des postures qui vont faire travailler tout ton corps et pourtant, tu n'as pas besoin d'utiliser tes poignets. Alors, j'ai une autre question d'une Julie, c'est Julie Tillin. Excusez-moi si je prononce pas bien vos noms, mais je sais jamais trop comment prononcer les mots écrits. Ok, donc elle me dit, j'adore ta question d'ailleurs, qu'elle est gênée par les gaz et que des fois c'est très gênant et qu'elle a du mal à se retenir de péter pendant les cours de yoga. Alors c'est normal en fait. Quand on fait du yoga, on a une action sur le système digestif, notamment avec les torsions, on va vraiment masser le système digestif, donc c'est normal d'avoir des réactions. Alors ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi, ça m'est déjà arrivé de péter en cours, ça m'est arrivé de faire des pets qui n'étaient pas silencieux en cours, et en fait, c'est pas grave. Essayez vraiment de vous détendre par rapport à ça. Le but du yoga, c'est d'être soi-même. Alors, même si vous faites un petit prout de temps en temps, que ce soit votre prof ou les autres élèves, on est déjà tous passés par là, c'est pas grave. Peut-être essayer de faire en sorte qu'il soit le plus silencieux possible, c'est mes petits conseils. C'est ce que j'essaie de faire. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai une question d'Alexandra Cross qui me demande, elle me dit qu'elle est disponible que le matin pour pratiquer le yoga et elle me demande ce qu'elle peut pratiquer comme vidéo. Alors en fait, vu que tu es disponible le matin, tu vas vraiment pouvoir pratiquer tout type de yoga. Si tu étais disponible que le soir, je te conseillerais d'aller plutôt vers des pratiques douces, étant donné que sinon tu risquerais d'être trop excité avant d'aller te coucher et c'est pas le résultat escompté. Par contre, le matin, tu peux vraiment bénéficier d'une pratique dynamique, d'une pratique tonique qui va te réveiller, qui va réveiller ton corps, ton esprit, te mettre de bonne humeur. Mais tu peux aussi tout à fait bénéficier d'une pratique douce, voire d'une pratique que normalement on fait le soir. Ça va juste te poser et te permettre de commencer ta journée vraiment sur une note de tranquillité et de sérénité. Une question de Alexidi qui me demande pourquoi j'ai pratiqué le yoga
Et cette manière saine de vivre, mais en fait, je pratique le yoga parce que ça me fait énormément de bien, que ça a changé ma vie, que j'ai vu le résultat sur moi, mais aussi sur d'autres personnes, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, vraiment de très 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 beaux changements. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je veux le partager avec vous, parce que je sais que les résultats sont là. Et après, il me demande une autre question. Euh, Est-ce que je mange sainement tout au long de ma vie ou est-ce que je suis une grosse mangeuse de viande? Alors non, je ne suis pas une grosse mangeuse de viande, pas du tout, parce que la viande, c'est mauvais pour nous au point de vue physiologique, mais c'est aussi mauvais au point de vue éthique et aussi au niveau écologique, donc j'en achète jamais. Voilà, les produits à base d'animaux, j'évite au maximum. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai une vie 100% saine? Non, parce que je suis une fêtarde et que et que de temps en temps, j'aime bien m'amuser avec mes amis et que donc je vais boire un peu d'alcool et c'est pas grave, je pense aussi qu'il faut savoir vivre et c'est ça qui est important. Maintenant, j'ai une question de Amélie Alouane qui me dit qu'elle a mal au genou et elle aimerait savoir s'il y a des étirements particuliers en yoga pour les genoux. Alors en fait, ce qui se passe, les genoux, c'est une articulation qui est très fragile et dans ta pratique, il va falloir que tu fasses très attention à tes genoux parce que si il y a certaines postures que tu fais mal, notamment les ouvertures de hanches ou par exemple, n'essaie jamais de faire le lotus parce que ça peut vraiment t'abîmer les genoux. Donc dans un premier temps, ce que tu vas faire dans ta pratique, c'est surtout essayer de ne pas abîmer tes genoux. Maintenant, il n'y a pas d'étirement particulier en yoga pour aider le genou. On va surtout essayer de ne pas le blesser. Ce que je te conseille à côté, par contre, c'est de prendre des plantes reminéralisantes, comme par exemple l'ortie. Tu le prends en poudre et tu le mets dans tes smoothies. Maintenant, j'ai une question de Aude Mouchetan qui me demande, qui me dit qu'elle a de l'arthrose et elle aimerait savoir si la pratique du yoga est plutôt conseillée ou si ça peut l'aider. Alors, l'arthrose, pareil, le yoga n'est pas du tout déconseillé, tu peux faire du yoga. Par contre, fais toujours très très attention à tes articulations. Si tu as mal à une articulation quand tu pratiques, ne va pas plus loin dans la posture. Par contre, une activité physique est tout à fait recommandée dans les cas d'arthrose, donc je te conseille absolument de faire du yoga. Ce que tu peux faire, c'est prendre des plantes reminéralisantes, toujours très très bon, comme l'ortie ou la prêle. Question de Mimi M qui me pose des questions par rapport au Bikram. Quels seraient les points positifs et les points négatifs du Bikram? Alors, le Bikram, il est très controversé, c'est un yoga qui est controversé, mais je pense que c'est dû au fait que la personne Bikram soit très controversée. Cependant, moi, ce que je peux dire par rapport au Bikram, c'est peut-être de le pratiquer avec modération. Comme toute chose, je pense que c'est bon en modération. D'autant plus que tu pratiques dans une pièce qui est très très chaude, même si c'est fait pour recréer le climat naturel de l'Inde qui est chaud et humide. Il est vrai qu'il est mieux de pratiquer le yoga dans un environnement chaud et humide plutôt que sec et froid. Par contre, je me demande si sur le long terme et si tu pratiques vraiment tous les jours, c'est bon que ce soit pour ta pression artérielle ou même pour ton cœur. Parce que je ne sais pas si, surtout si tu habites dans un pays froid, ça fait un petit peu un choc thermique et je me demande si ça ne peut pas choquer ton corps. Mais je sais qu'il y a des profs de Bikram qui pratiquent tous les jours et qui ont ressenti que des bons effets. Donc je pense qu'il faut essayer et que ça peut être bon pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ça va vraiment dépendre de vous personnellement. Moi, j'aime bien le Bikram, je ne le pratique pas ici parce qu'on n'a pas de salle de Bikram, mais effectivement, j'ai vu que les effets sur la souplesse sont très très positifs. Maintenant, j'ai une question de Ig ou Ig Blog, désolée, je suis vraiment pas douée pour la prononciation des mots, qui me dit qu'elle est un petit peu perdue et elle voudrait des conseils au niveau yoga, méditation et alimentation. Alors déjà, j'ai lu dans ton commentaire que tu voulais reprendre ta santé en main pour 2018. Déjà, c'est un excellent choix et rien que d'être dans cette motivation-là, je suis sûre qu'il va t'arriver plein de belles choses. Tu commences le chemin et tu vas voir, ça va porter ses fruits. Alors, exactement, le yoga, pratique le yoga, mais ne t'astreins pas trop fortement à une pratique trop régulière. Fais ce qui est bon pour toi, mais pas la peine d'en faire trop. Voilà, pas la peine de t'imposer trop de rigueur dans le yoga. Et pareil dans l'alimentation. C'est bien si tu fais des changements alimentaires, bien sûr, mais c'est pas la peine de changer radicalement ou d'aller dans des régimes qui vont être
trop radicaux, bien au contraire, fais un réglage alimentaire plutôt doux pour introduire tous ces changements dans ta vie de manière douce et respectueuse de ta personne et de qui tu es. Alors maintenant, j'ai des questions, plusieurs questions de Claire Clarinette qui me dit voilà, qu'elle est débutante et elle me demande si c'est gênant de pratiquer juste mes vidéos. Alors, écoute Claire, si tu as un prof à côté de chez toi qui peut t'aider à t'aligner, qui peut être là en présence avec toi pendant que tu pratiques, c'est super, n'hésite pas à aller dans une école de yoga. Si c'est pas le cas ou que ça va pas avec ton emploi du temps, tu peux bien évidemment suivre mes vidéos, il n'y a aucun problème, bien au contraire, tu vas pouvoir bénéficier des effets du yoga tranquillement à la maison. Deuxième question, t'as des douleurs dans le haut du dos et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, si t'as des douleurs dans le haut du dos, c'est souvent parce que tu te tiens, c'est souvent parce qu'on se tient trop voûté sur les ordinateurs ou sur les téléphones. Donc moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment de te tenir droite, de ramener tes épaules en arrière. Même quand on se tient droit, on peut avoir les épaules en avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est les ramener en arrière et ensuite ramener les omoplates vers le bas. Si tu fais ces deux actions et que tu y penses tout au long de la journée, tu vas voir, ton mal de dos va disparaître comme par magie. Et ensuite, tu as une autre question concernant le yoga. À quelle fréquence tu recommandes de faire les séances? Alors en fait, bien évidemment, le plus quotidiennement tu vas le faire, le plus ça va être bénéfique pour ton corps. Maintenant, il ne faut pas trop pratiquer le yoga comme si c'était une astreinte. Donc il faut que tu le fasses quand tu en as envie. Ça, c'est vraiment le plus important, de se connecter vraiment à ce dont tu as besoin toi, à ce dont tu as envie toi. Mais après, si tu as envie de pratiquer, n'hésite pas. Le plus souvent possible, c'est le mieux, même un petit peu chaque jour. Pourquoi pas s'étirer un petit peu chaque jour, ça peut être très 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 bénéfique. Alors maintenant, on va passer aux questions sur la naturopathie. Et on va commencer avec la question de Mélodie Vétiver qui me demande quelle problématique on peut soigner avec la naturopathie et si financièrement j'arrive à m'en sortir en tant que naturopathe. Alors la naturopathie, c'est une médecine naturelle. Moi je pense que naturellement on peut soigner énormément de problématiques. En fait, nous, ce qu'on va faire en naturopathie, c'est vraiment prendre soin du terrain. Donc quand on a un terrain qui est sain, un bon terrain, les maladies en fait ne vont pas se développer. Donc on ne va pratiquement, très rarement être malade. Alors évidemment, si on n'a pas fait ça en amont et qu'on a détérioré notre terrain, que les maladies ont commencé à surgir, par exemple que ce soit un cancer ou des choses comme ça, là évidemment, s'il faut opérer une tumeur, la naturopathie ne va pas être efficace, il va effectivement falloir être opéré. Mais sinon, la plupart des problématiques peuvent être traitées, surtout en amont, avec la naturopathie. Et deuxième question, est-ce que j'arrive à vivre de la naturopathie? Alors en fait, moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis professeure de yoga et j'ai un salon de massage ici à Aix-en-Provence et je suis aussi naturopathe. Donc en liant ces trois activités, ça me permet de m'en sortir. Voilà, après je sais pas si les gens qui font que de la naturopathie arrivent à en vivre. Je suppose que oui, mais il faudrait leur demander. Alors maintenant, j'ai une question de Camille V qui me demande si j'ai des livres à conseiller en naturopathie. Oui, absolument, j'ai des livres à conseiller en naturopathie. Mon auteur préféré, c'est Christian Brun. Brun, c'est comme Brun, B-R-U-N. Et je peux conseiller tous ses livres. C'est un excellent naturopathe et j'adore sa manière de voir les choses. Son livre qui m'a le plus marqué, c'est Le pouvoir psychique des aliments, qui a radicalement changé ma manière de voir l'alimentation et de voir les aliments. Alors maintenant, on va passer aux questions sur la philosophie de vie. Et j'ai une question de Mélissa M. Coucou Mélissa M. Et un grand merci parce que tu commentes souvent mes vidéos. Ça me fait toujours super plaisir de te lire. Qui me demande qu'est-ce que je pense du monde dans son état actuel. Alors en fait, je sais que c'est difficile de vivre dans un monde qui est pollué, dans un monde où on ne peut pas faire confiance aux politiques, dans un monde où on a tous déjà été trahis.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut garder espoir. Parce que c'est comme un dessin qui n'est pas fini, on ne peut pas le juger. Donc même si maintenant, on dirait que la tournure des choses, elle est plutôt négative, en fait, moi, je reste très, très, très positif sur le destin de l'humanité. Parce que j'y crois et je sais qu'on a le potentiel pour y arriver, ça je le sais. Donc j'espère qu'on va y arriver. Et ensuite, une question, donc toujours Mélissa M, une question sur l'amour et l'amour en couple. Alors évidemment, l'amour entre les uns et les autres, c'est ce qui nous fait tenir, c'est super agréable d'être aimé et c'est super agréable d'aimer. Maintenant, on n'est pas tous capables d'aimer. Aimer, c'est un acte où on s'abandonne totalement. Et on sait très bien que c'est pas facile de s'abandonner totalement. On ne fait pas tous confiance les uns les autres et on a tous eu des blessures par le passé qui nous empêchent de nous donner pleinement. Donc, je pense qu'il faut vivre cet amour au maximum que tu peux, mais quand tu sens que la personne en face essaie de te manipuler, parce que l'amour aussi, quand on dit qu'on t'aime, c'est la porte ouverte à plein de choses. Je t'aime, ça peut aussi vouloir dire donc je veux que tu sois comme ceci, donc je veux que tu sois comme cela, et ça me donne un petit peu la permission de te manipuler. On voit souvent ça chez les parents qui aiment tellement leurs enfants qu'ils peuvent leur imposer, essayer de leur imposer en tout cas un choix de carrière et un choix de vie. Donc oui à l'amour, mais il faut toujours rester lucide. Et ensuite, dernière question de Mélissa qui me dit... qui me demande si j'ai toujours été épanouie ou si j'ai connu des périodes plus sombres et moins saines. Alors oui, bien évidemment, déjà, si vous me percevez comme quelqu'un d'épanoui, ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez épanouie. J'ai fait beaucoup de travail. J'ai pas toujours été épanouie. Il m'est arrivé d'être malheureuse dans ma vie, mais par contre, j'ai toujours gardé l'espoir. J'ai toujours su qu'un jour, j'irai bien. Parce que j'ai toujours eu conscience que j'étais maître de ma destinée et donc je savais qu'en commençant à marcher vers ce chemin-là, un jour j'en récolterai les fruits. Donc pour tous ceux qui sont dans des périodes de vie qui ne sont pas faciles, ça nous arrive à tous, mais sachez qu'après l'orage vient l'éclaircie et qu'il suffit de faire un pas vers la lumière et un pas, plus un pas, plus un pas et un jour on y est avant de s'en rendre compte. Alors maintenant j'ai une question de Elissa Didier. Qui me demande, question trop mignonne, trop gentille, qui me demande quel est ton secret pour être toujours positive et de bonne humeur. Merci, c'est trop gentil si tu me vois comme ça, mais je ne suis pas toujours de bonne humeur, je ne suis pas toujours positive. Bon, je suis assez souvent positive, mais justement en fait, mon secret, je pense que c'est d'essayer de m'accepter. Je pense que ce qui est super important, c'est d'être authentique. C'est-à-dire, quand tu n'es pas de bonne humeur, c'est d'accepter que tu ne sois pas de bonne humeur et d'essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi plutôt qu'essayer de le cacher et d'être trop positif tout le temps en fait. Parce que ça va brimer ton être véritable, ton être profond qui a juste envie de s'exprimer. Et voilà, des fois, ça m'arrive d'être en colère. Moi, je suis quelqu'un qui a un très fort caractère. Donc, ça m'arrive de ressentir de la colère ou de ressentir des émotions qui sont intenses. Mais en fait, je me laisse les vivre et j'essaie de les accepter le plus possible. Voilà. Et ensuite, j'ai une question de Sacha. Sur le sommeil polyphasique. Alors le sommeil polyphasique, c'est quand on ne dort pas juste une nuit complète de 8 ou 9 heures d'affilée, mais en fait qu'on dort, alors il y a plusieurs protocoles, je sais que les gens font ça différemment, mais par exemple 2 fois 4 heures ou comme tu l'expliques un petit peu plus loin, qui consiste à dormir 2 heures par jour en dormant uniquement 6 siestes de 20 minutes. Voilà, donc il y a vraiment différentes manières de le faire. Alors en fait, j'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que ça m'arrive. C'est-à-dire que j'ai eu une période de ma vie où toutes les nuits, je me réveillais à 3 heures du mat et j'arrivais plus à me rendormir. Et c'était assez traumatisant, mais j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, il y a une raison pour lesquelles je dors en 2 fois. Et en fait, je me suis rendu compte que l'humanité n'a pas toujours dormi 8 heures d'affilée.
Apparemment, avant, on faisait plutôt 2 fois 4 heures et on se réveillait pendant la nuit, pendant 1 ou 2 heures, et que on s'en servait pour méditer, où c'était vraiment un temps de réflexion. Et qu'en fait, avec la révolution industrielle, on a dû beaucoup plus travailler et que c'était plus pratique pour les travailleurs de dormir 8 heures d'affilée et ensuite de travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Venez me faire un petit coucou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous retrouve Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et maintenant, on va passer aux questions sur le rêve lucide. Alors, j'ai une question de Théo qui me demande comment se projeter astralement à partir d'un rêve et comment es-tu sûr de faire un voyage astral et non un rêve lucide. Alors en fait, je sais qu'il y a beaucoup de théories qui pensent que le rêve lucide, c'est très différent de la projection astrale. Et d'un certain côté, ils ont raison, mais d'un autre, ils n'ont pas raison. Tout ça, en fait, il faut juste changer son référentiel. Comme le monde réel, quelle est la différence entre le monde réel, ta vie, et le rêve lucide? En fait, il n'y en a pas tant que ça. Parce que ce que tu crois être réel ne l'est pas forcément. Si tu te poses vraiment la question de te dire est-ce que ce monde est réel, tu ne peux pas le prouver. Donc à partir du moment où tu ne peux pas le prouver, tu ne peux pas appeler ce monde-là réel. Donc si ce monde n'est pas plus réel que le rêve lucide, quelle est la différence entre la réalité et le rêve lucide? C'est très subjectif. La différence entre le rêve lucide et la projection astrale, c'est exactement la même chose. C'est juste un état de conscience. En fait, la différence entre la réalité, le rêve lucide et la projection astrale, c'est tout simplement un état de conscience. La réalité n'est pas plus réelle que le rêve lucide. Vous ne pouvez pas prouver que la réalité est réelle. Donc, en ce sens, ça peut très bien être un rêve. La projection astrale, c'est tout simplement, on est un petit peu plus conscient que dans le rêve lucide. Dans le rêve lucide, c'est un état où on peut effectivement se faire balader, on ne sait pas trop où on en est. Alors qu'en projection astrale, tu vas voyager avec un plus grand nombre de tes corps, un plus grand nombre, tu vas être plus conscient. C'est la seule différence. Donc comment te projeter astralement dans un rêve lucide? C'est simple, tu es dans ton rêve lucide et tu décides d'aller à tel endroit. C'est une projection astrale. Question de Matt DRN qui me demande combien de temps on prend pour faire un rêve lucide. Alors ça va vraiment dépendre des gens. Il y a des gens qui vont en faire très très rapidement. Si tu as tendance à te souvenir de tes rêves, si tu te souviens bien de plusieurs rêves dans la nuit, tu vas faire des rêves lucides plus facilement que d'autres personnes. Ça va aussi dépendre de ton entraînement. Si tu t'entraînes assez souvent dans ta vie, dans ce qu'on appelle le monde réel, à remettre en question le monde qui t'entoure, c'est-à-dire à te poser la question, est-ce que je rêve? Est-ce qu'ici c'est réel? Qu'est-ce que je ferais si c'était un rêve? Le plus souvent tu viens remettre en question ton monde, le plus rapidement tu vas pouvoir remettre en question ton rêve. Alors, j'ai une question de Benjamin Rochard qui me demande quelles sont mes techniques préférées pour faire le rêve lucide et comment j'ai commencé à faire des rêves lucides. Alors en fait, moi j'ai commencé naturellement à faire des rêves lucides quand j'étais petite. Je me rendais compte que j'étais dans des rêves et j'ai vraiment commencé à expérimenter quand j'étais jeune. Ensuite, quelles sont mes techniques préférées? J'ai pas vraiment de technique préférée parce que pour moi c'était assez naturel. Par contre, j'ai essayé des techniques après quand je me suis rendu compte qu'en fait il y avait d'autres personnes qui faisaient des rêves lucides. J'ai lu pas mal de bouquins et là je me suis inspirée de scientifiques ou aussi de moines bouddhistes qui pratiquent le yoga du rêve. Et il y a d'excellentes techniques, que ce soit chez les uns ou chez les autres. Chez les scientifiques par exemple, il y a le test de réalité qui est assez efficace. Et dans le yoga du rêve, chez les moines tibétains, là, c'est plutôt essayer de devenir le plus conscient possible tous les jours dans ton quotidien, dans ta vie. Et en fait, cet état de conscience, tu vas l'amener dans ton rêve. C'est-à-dire que quand tu te couches, tu restes toujours, il y a toujours
une partie de toi qui est consciente. Voilà.